Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. C'est parti, alors je suis avec Laurent Puget. Salut Laurent. Bonjour Mathieu. Je suis ravi de t'avoir enfin sur La Martingale parce qu'on se chasse depuis quelques mois et voilà, on y arrive. On enregistre tout ça pour tout vous dire un jour de réveillon quoi. Enfin voilà, un 31 décembre. Pendant qu'il en est encore temps. et voilà, et je suis ravi parce que j'ai plein de questions à te poser, parce que déjà aussi ça me donne l'occasion de te remercier. C'est moi qui t'ai proposé de faire cet épisode, on va dire un peu hors série de La Martingale, parce que après cette première saison, donc pour disclosure à tout le monde, Laurent Puget est le patron fondateur de OTA Capital, qui est, vous l'avez entendu si vous écoutez La Martingale, le sponsor de la première saison et de la deuxième saison. Je lui ai pas proposé, soyons très clairs, de faire cet épisode pour parler d'OTA et pour faire une ode à son entreprise, mais pour plus répondre à une ou deux questions précises et à faire un bilan de tout ça. Donc voilà, et donc Laurent a accepté mon humble proposition, et voilà, c'est dit. Maintenant, l'idée c'est vraiment que aujourd'hui, moi j'ai deux grands sujets que j'aimerais aborder avec toi, Laurent, qui sont un bilan un peu de cette première saison de La Martingale, sachant que moi je suis un vrai profane sur la finance perso mais je commence, du coup j'ai l'impression de commencer à comprendre un certain nombre de mécanismes, voilà. Et la deuxième, c'est que avec tous ces épisodes et toutes ces personnes passionnées que j'ai eu la chance de rencontrer cette année, j'ai un peu, je l'ai dit plusieurs fois récemment sur les derniers épisodes, mais à chaque fin d'épisode, j'ai envie d'acheter du vin, j'ai envie d'acheter des lingots d'or, j'ai envie d'acheter, tu vois, le lingot d'or, mais découverte, en fait, pour moi, c'était vraiment le truc le plus bidon de la Terre, tu vois, qui sert à rien, etc. Et cet épisode me fait me dire, en fait, tu vois, finalement... même l'or. Ouais, voilà, en plus du reste, c'est peut-être pas con. Et en revanche, du coup, j'ai envie de tout faire, mais comme j'ai pas le temps et que je me dis que ça prend du temps, il faut le faire bien, parce qu'en fait, on parle de ce qu'on passe sa vie à gagner, et je le fais pas. Et je me dis, c'est peut-être là que c'est pas con aussi en soi de se faire accompagner, de réfléchir à comment et pourquoi. Donc ce serait la deuxième partie que j'aimerais aborder avec toi, c'est si je vais là-dedans, où est-ce que je vais voir mon banquier, la BNP, la SG, je vais voir c'est quoi le choix et comment c'est quoi l'offre et comment je choisis. Ça te va? Écoute, oui, ça me va pas mal. Bon, on va essayer de répondre à ces questions. En 2 secondes, toi, tu peux te présenter rapidement. Alors moi, très rapidement, mais d'abord, je remercie La Martingale et Mathieu de cette expérience qui, nous, a été très enrichissante, même sans être partie prenante aux émissions, mis à part celle-là, et que je suis ravi de continuer. C'est une forme de communication et de médias que je connaissais mal, auquel je suis pas très habitué, mais qui remporte un succès assez intéressant et pour ma part assez surprenant, parce que je trouvais le thème quand même assez aride et je suis assez surpris par l'intérêt que ça suscite et les très bons retours qu'on a. Alors, pour me présenter très rapidement, donc moi je suis Laurent Puget, je suis un des fondateurs d'OTA Capital, on est 3. À l'origine, en décembre 2008, il y avait 3 personnes qui sont Thierry Levallois, qui vient de la gestion et du monde de la gestion institutionnelle pure et dure, avec une très grosse expérience sur différents types de gestion et sur des sociétés très exigeantes en termes de compétences et d'exigences vis-à-vis
l'avis de leur gérant, qui avait déjà une expérience entrepreneuriale, ce qui a été un grand plus dans l'aventure. Et puis un troisième larron qui s'appelle Frédéric Fangio, qui est avocat d'affaires et qui est pas exécutif dans OTA, mais qui a été un formidable apporteur d'affaires, un formidable influenceur, etc., et qui continue à être le troisième associé d'OTA. Fangio, quel nom? Fangio, un nom absolument magnifique, et qui est d'ailleurs un cousin éloigné du grand Juan Manuel, et qui a été piqué comme le reste d'OTA d'ailleurs par la passion de la voiture. Donc il est coureur automobile entre autres. Voilà. Et donc on a monté ça en décembre 2008 avec cette idée, mais on y reviendra peut-être dans la suite de l'émission, qui est que en 2008 on s'est retrouvé, comme souvent aux périodes de crise, avec des vraies interrogations de certains clients sur la façon dont était géré leur argent, et surtout de ce qu'ils comprenaient de la façon dont il était géré. Et on a essayé de faire une offre à ce moment-là, qui était pas très innovante, mais qui était un petit peu originale, qui était de démarrer avec une gestion complètement flexible. C'est-à-dire la possibilité finalement de faire pour le compte de nos clients une sorte d'allocation d'actifs et un espèce de produit clé en main, où on n'a pas à réfléchir à toutes les questions que tu vas me poser après, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dans le fond, à combien on est exposé en actions, est-ce qu'il faut avoir des obligations, est-ce qu'on a du cash, combien est-ce qu'on a de cash, etc., etc. Et qu'on a essayé de faire ce produit qui a eu beaucoup de succès. Donc c'est un fonds. C'est un fonds. On a commencé par un fonds d'investissement. Avec le paradoxe OTA. Attends, je dois te couper parce que pour comprendre juste, je te dis que je suis profane. Un fonds, en gros, c'est je sais pas comment on appelle ça, un véhicule financier, quelque chose comme ça, dans lequel tu peux me dire, je vais mettre du Google, du Apple, comment elle s'appelle cette grosse boîte saoudienne là qui vient d'être cotée, Aramco. Je vais mettre des trucs chinois, des trucs et des trucs long terme, des trucs court terme, des trucs très volatiles, des trucs pas volatiles. Tu le construis comme tu veux, et tu peux mettre du Bitcoin dedans. Tu peux mettre. Alors tu peux pas aujourd'hui mettre de Bitcoin dans un fonds d'investissement français, sauf erreur de ma part, mais tu le pourras probablement un jour. Non, il y a deux choses qu'il faut que tu distingues quand tu parles de fonds d'investissement. En fait, là, le principe de base, c'est la possibilité de gérer des portefeuilles de manière collective. C'est-à-dire, en gros, c'est pas un portefeuille qui appartient à un particulier, c'est un portefeuille qui finalement appartient à, si on est chanceux, des milliers, voire des dizaines de milliers de porteurs qui se partagent finalement l'actif du fonds. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est ce qui distinguerait la gestion individuelle ou la gestion de portefeuille de la gestion dite collective, c'est-à-dire des fonds d'investissement. Et puis ensuite, tu as la deuxième question qui est probablement la plus importante, qui est qu'est-ce que fait le fonds ? Quelle est sa stratégie? Qu'est-ce qu'il gère? Qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire? Etc. Et ça, on est dans le cadre d'une législation qui est en France extrêmement précise. C'est-à-dire que tout fonds d'investissement doit obtenir un agrément de l'autorité des marchés financiers. Et dans cet agrément, il explique ce qu'il va faire, comment il va le faire, avec quel risque, avec quel sous-jacent, avec quel produit, sur quelle zone géographique, etc., etc. Et évidemment, charge à la société de gestion de respecter cette stratégie. Et surtout, et c'est ce qui est intéressant, et c'est un des avantages du système français, qui est très sécurisé à mon avis pour les particuliers et pour les investisseurs, c'est-à-dire que tout l'écosystème est à peu près responsable du bon suivi par la société de gestion de la stratégie qu'il a déposée à l'AMF. Et la rémunération d'un fonds, c'est une sorte. Et alors la rémunération du fonds, elle a plein d'aspects différents, mais en général, elle se compose d'une partie, ce qu'on appelle des frais fixes, c'est-à-dire des frais de gestion qui sont prélevés sur l'actif du fonds, sur une base annuelle. Et puis parfois, ce qu'on appelle des frais de performance, c'est-à-dire que certains gérants considèrent que comme ils vendent de la surperformance par rapport à ce qu'on pourrait trouver dans le marché sans avoir recours à leur talent, et cette surperformance, elle leur est rémunérée, et donc ils prennent une partie de la surperformance du fonds. Ils prennent pas de sous-performance comme commission. Non, c'est interdit. D'accord.
Alors non, alors excuse-moi, je vois ce que tu veux dire. Ils n'ont pas le droit de prendre quand le fonds est négatif. Ouais, d'accord. Voilà, ou qui n'est pas repassé sur son plus haut historique. Des pénalités en cas de non-performance, je n'en connais pas. À vrai dire, on peut dire deux choses. D'une part, effectivement, les frais de gestion, quand un fonds baisse, les frais de gestion baissent en proportion, parce qu'ils sont pris sur l'actif du fonds. Donc, ça a l'air idiot, mais quand un fonds baisse de 30%, à la fin de la journée, il y a quand même 30% d'actifs en moins qui supportent ou qui constituent l'assiette de la commission. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de frais de performance négative et personne n'a ouvert cette boîte de Pandore. C'est le grand. Il faut dire. Tu connais Nassim Taleb, ça te parle ou pas? Oui, ouais. Absolument. Qui a écrit ce bouquin, alors un ancien trader, je crois, et ce bouquin qui s'appelle Skin in the Game, et c'est un peu son cheval de bataille de dire en effet, finalement, si t'as, mais bon, comme tu le dis, tu perds un peu, et puis tu perds quand même en crédibilité, en réputation. Tu perds en crédibilité, tu perds en général, tu perds des encours, les gens s'en vont quand ils sont pas satisfaits de la performance. Les frais, on essaye, mais ça, on y reviendra peut-être aussi à un moment donné, mais si on fait une toute petite parenthèse, il faut quand même pas oublier que la finance, d'une façon générale, et en particulier en France, a assez mauvaise réputation. Et donc, on lui prête à la fois un certain nombre de vices et de défauts, qu'elle a sûrement pour partie, mais qui sont sûrement un petit peu exagérés. Et on lui impose une transparence, et on voudrait qu'elle ait un système de prix, par exemple, qui soit complètement dérogatoire de ce qu'on connaît dans les autres industries. Alors c'est peut-être justifié, moi j'ai toujours un peu de mal à comprendre pourquoi est-ce que les financiers devraient, quand le client n'est pas satisfait ou que la performance n'est pas bonne, devraient rendre de l'argent, alors que finalement l'avocat qui perd un procès, il touche ses honoraires. Enfin bon, je veux dire, il y a des choses comme ça qui me paraissent un petit peu, toujours un petit peu exagérées quand on parle de finance. C'est quand même un très bon bouc émissaire dans un pays comme la France, et c'est un métier. Si on regarde, et même s'il y a encore des zones qui sont améliorables, etc., qui en termes de transparence et de contrôle par des autorités indépendantes est probablement un des plus suivis en France et un des plus contrôlés, quoi. Donc c'est toujours un peu. Alors évidemment, on peut toujours considérer que c'est pas assez et qu'il faudrait, si on prend de l'argent quand ça monte, il faudrait en prendre quand ça baisse, etc. Il y a un sujet qui est toujours le même, finalement, et qui est revenu beaucoup dans ce que tu as fait et dans les différentes explications et des différents thèmes que tu as abordés, c'est que à un moment donné, il faut aussi la gestion à proprement parler, le service au client, même si de temps en temps, je pense à 2018, quand le marché fait moins 15, c'est assez difficile quand on a des gestions relativement classiques de s'en sortir et de pas avoir une performance qui soit impactée par ce qu'ont fait les marchés. Tout ça, il faut qu'une société puisse vivre et puisse payer ces frais-là, le service au client, dont la performance boursière est une des composantes, mais pas la seule. Je crois que c'est ce que tu as vu, notamment avec Éric Pinon, sur la diversification, sur le changement de ce métier qui, d'un métier de producteur pur, devient aujourd'hui un métier de producteur de services et de fournisseur de services, et qui donc est peut-être au-delà de la seule performance boursière. Mais encore une fois, peut-être est-ce qu'un jour un fonds s'y lancera et imposera aux autres d'avoir ce type de méthodologie. Je ne suis pas sûr que beaucoup de sociétés ou d'intervenants sont prêts à mettre à risque leur capital sur une perte éventuelle de leur fonds d'investissement. Donc voilà. Je pose la question comme ça, mais je pense qu'il y aura moins de candidats au portillon. Non, c'est vrai que finalement, ça pourrait être presque la solution. Il faudrait que qu'on crée un fonds avec tous les invités de la Martingale. Comme ça, on aura un fonds assez hétérogène, quoi. Mais ouais, donc ça répond un peu à cette problématique de se dire finalement, je peux pas aller partout et je vais un peu dérisquer parce que c'est quand même un
peu je veux dire le fonds, plutôt que d'acheter une action, je vais acheter tel ou tel fonds qui est fait par des personnes. Il est soit, j'imagine, alors il y a plusieurs niveaux de risque. J'imagine certains fonds sont très volatiles, d'autres moins, mais ça dépend complètement de la stratégie du fonds. Tu as des fonds qui sont ultra volatiles, ultra risqués, et des fonds qui sont au contraire très sécurisés entre guillemets, ou en tout cas qui sont beaucoup plus tranquilles, beaucoup moins volatiles, etc. Et tu réponds dans une certaine mesure à la question que tu m'as posée précédemment. Je crois qu'il y a, sauf erreur de ma part, 650 sociétés de gestion en France. Il doit y avoir 3000, 4000, 5000, peut-être même plus produits. Donc des fonds. Ouais, d'accord. Okay. Donc il y a il y a un marché de l'offre et de la demande qui s'est aussi institué, et que on peut pas être trop cher, parce que si on est trop cher sans avoir une qualité exceptionnelle en face, on n'a pas de clients. Et donc la concurrence d'une façon générale, et on le voit bien depuis au moins une quinzaine d'années, a tendance à tirer les prix vers le bas. Et comment je rentre dans un fonds? Alors du coup, j'appelle mon banquier, je lui dis je voudrais acheter tous les mois 1000 euros Absolument. Voilà, de tel fonds. Tu as des droits d'entrée et des... Alors ça dépend beaucoup. Ça dépend beaucoup des fonds. Ça dépend beaucoup de... il existe dans à peu près tous les fonds d'investissement ce qu'on appelle des droits d'entrée ou des droits de souscription. Parce que ils rémunèrent, en réalité, ils sont appelés à rémunérer le distributeur, c'est-à-dire celui qui, quelque part, vend le fonds d'investissement et qui vient te le présenter à toi. Donc si je vais voir mon banquier, je lui dis... Jean-Claude, est-ce que tu peux m'acheter du fonds OTA par exemple? Lui, il va, même si c'est pas lui qui a décidé, il va toucher une commission. Alors lui, c'est lui qui va décider. Alors c'est pas lui qui a décidé de effectivement, puisque c'est toi. Lui peut demander à avoir une commission de souscription, mais j'aurais envie de te dire qu'il doit être transparent vis-à-vis de toi, et qui doit te le dire, et que peut-être est-ce qu'effectivement, si c'est toi qui lui as donné l'idée du fonds, peut-être est-ce que ça n'est pas justifié qu'ils prennent ou qu'ils touchent des droits de souscription. Sachant que j'imagine que mon banquier, moi je suis chez BNP par exemple, lui il a quand même intérêt, la corpo va lui dire vend des fonds BNP quoi, non? Enfin, ça va pas l'emmerder si j'arrive, je lui dis par exemple je voudrais un fonds Société Générale. Si, c'est probablement pas ce qu'il préfère. C'est-à-dire qu'il préférera que tu achètes les fonds maison, et puis la maison le pousse évidemment à acheter et à vendre les fonds que la maison elle-même gère. Ceci étant dit, aujourd'hui, et encore une fois, ça dépend ensuite alors ce sera un autre sujet à aborder, mais ça dépend de l'enveloppe dans laquelle tu veux mettre ce fonds. Mais si aujourd'hui tu as un compte titre dans une banque, rien ne t'empêche de mettre le fonds de n'importe quelle maison, si c'est ton choix, sur ce compte titre. Donc ça, je peux le faire automatiquement comme un compte. Ça, tu peux le faire un achat d'une action. Voilà. Okay. Alors maintenant, si tu lui demandes, lui, de te faire une sélection de fonds d'investissement pour ton portefeuille, évidemment, là, il se trouve face à lui son conflit d'intérêt, c'est peut-être un bien grand terme, mais enfin face à son statut de salarié de BNP qui a des consignes de rentabilité, de vente, d'objectifs, etc., qui évidemment portent pour partie sur les fonds maison. Donc il aura tout intérêt à te placer des fonds maison, parce que peut-être est-ce qu'il sera mieux rémunéré, en tout cas il sera mieux vu par sa hiérarchie, etc. Donc il y a un biais naturel qui vise ou qui veut que un banquier d'une maison a plutôt tendance à placer les fonds de la maison. Ceci étant dit, aujourd'hui, les fonds sont, à peu près tous les fonds sont accessibles, en tout cas dans l'enveloppe d'un compte titre. Alors là, j'insiste parce que il y a deux choses assez différentes. Il y a le compte titre, qui est quelque chose que tout le monde connaît, qui est assez simple, et le contrat d'assurance vie, dont on a beaucoup parlé ici, et qui, lui, est plus complexe, parce qu'il faut que l'assureur ait décidé que le fonds que tu voulais est éligible à son contrat. D'accord. Donc, alors là, on va venir peut-être sur quelque chose que qui est un des sujets qui tourne autour de notre métier, et qui est sûrement un des sujets sensibles, qui est celui des frais. Pour qu'un assureur, qu'un assureur référence un fonds sur son contrat, alors pendant très longtemps ça a été gratuit, ou plus ou moins ça avait l'air d'être gratuit. Aujourd'hui c'est payant.
Pourquoi c'est payant? Parce que l'assureur te raconte que y a plein de choses quand tu références un fonds. Faut faire attention à ce qu'ils font, faut faire attention à leur stratégie, faut faire attention au fait que ce soit pas en concurrence avec ce que tu as déjà référencé, faut gérer administrativement les gens qui vont souscrire dedans, faut faire un certain nombre de contrôles. Il faut pas oublier, je ne sais pas si ça a été dit pendant ton émission, mais c'est quelque chose qui est très important dans notre métier, un compte titre t'appartient. Ouais. Et un contrat d'assurance vie appartient à la compagnie d'assurance. Donc la compagnie d'assurance est responsable quasiment de tout ce qu'elle met dedans et de tout ce qui se passe dans son contrat. Donc elle doit agréer, référencer, quelque part adouber, gérer la partie administrative, etc. Et pour ça, ça coûte de l'argent. Donc comme tu peux imaginer, là je fais une toute petite digression, il y a 650 sociétés de gestion, 6000 produits. Donc les compagnies d'assurance sont harcelées par les sociétés de gestion pour qu'on mette leurs fonds sur leur contrat. Puis une fois que tu as mis le fonds sur ton contrat, combien tu as de souscriptions? Alors quand tu t'appelles, je citerai personne, mais les grands noms de la place, pas de problème. Tu mets ton fonds sur une plateforme d'assurance, ça collecte. D'accord. Mais la petite société lambda, ne parlons pas d'OTA Capital, mais il faut qu'elle collecte après. Donc, tu as mis le fonds, tu l'as référencé, tu traites administrativement les 3 ou 4 souscriptions que tu as au départ, et puis ça décolle pas. Ce que tu appelles la collecte, hein, c'est des gens qui viennent mettre de l'argent dans... Des gens qui viennent souscrire dans ton fonds. Ouais. Et donc, et tout ça, elle doit le gérer, la compagnie d'assurance. Et donc, elle considère aujourd'hui que c'est un coût qu'elle doit faire payer aux sociétés de gestion. Donc, moi, si je veux enregistrer un fonds ou référencer un fonds auprès d'une société d'assurance, ça va me coûter quelques milliers d'euros par an, ou voire plus. Une fois que je l'ai fait, il va falloir que je fasse souscrire dans ce fonds-là. Donc, il faut que je fasse de la commercialisation après. Il faut que je fasse commercialiser mon fonds. Il faut que j'ai des gens qui acceptent de le vendre. Il faut que j'aille leur faire de la pub. Il faut que j'aille leur expliquer comment ça fonctionne. Leur expliquer pourquoi est-ce que il est mieux que celui des petits copains, etc., etc. Ça aussi, ça a un coût. Et puis, il faut que je le gère. Il faut que j'ai des gérants. Il faut que j'ai des contrôleurs, un contrôle des risques. Il faut que j'ai des analystes. Il faut que j'ai recours à des brokers. Il faut que j'ai mais etc. C'est hyper complexe parce c'est pas hyper complexe. Ça explique que ce soit un coût à chaque fois. Mais ce qui est hyper complexe, en revanche, tu vois, et ce qui est flou pour moi, c'est, j'ai envie de dire, une fois que tu as expliqué tout ça, comment moi je choisis un fonds? Et comment toi, tu as le même choix, je crois, et c'est là où il faut, à mon avis, revenir à des choses très simples. Je crois que tu as le même choix que dans un marché aux légumes. Je veux dire, comment est-ce que toi ou moi, le dimanche matin au marché, je sais que la tomate est bonne ou que le melon est bon? J'en sais rien. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui va me donner un petit coup de main parce que c'est son métier, parce que lui il sait, parce qu'il connaît ses produits, parce qu'il connaît les saisons, parce que c'est un métier qui est pas le mien, et je vais lui demander son avis. Et puis s'il me donne des bonnes tomates, je vais retourner chez lui. Puis si le mec il me donne des trucs qui à chaque fois sont imbouffables, au bout d'un moment je vais aller ailleurs. Et on est dans une situation et on est dans un métier où la concurrence est féroce et où finalement, les particuliers sont très libres d'aller à droite ou à gauche, de choisir un tel plutôt qu'un tel, etc. Alors, ensuite, c'est toujours compliqué de changer de banque. C'est des masses de papier pas possibles, c'est des procédures qui sont extrêmement... Mais il faut pas oublier que tout ça a été fait dans le but de protéger précisément celui dont tu parles aujourd'hui, qui est le particulier ou le client final, etc. Mais il est libre de manger ou de pas manger les tomates de ce producteur-là plutôt que de tel autre. Il est libre de pas aimer les tomates. Il est libre de... Voilà, tu vois ce que je veux dire? Et on a... et c'est toujours très étonnant, parce que je pense que tous les gens qui font de la finance ont été confrontés à ça. Dans les dîners, on passe à moitié pour un martien et à moitié pour un pirate quand on fait de la finance. On fait ni plus ni moins qu'un métier comme n'importe quel autre, avec un certain nombre de contraintes techniques, avec des connaissances nécessaires, etc., etc. Et qui reste malgré tout quelque chose qui, sur le fond, n'est pas si complexe que ça. Oui, après, en effet, moi, ce que je trouve complexe de l'autre côté de la barrière, c'est comme... Alors, je pense que la différence avec, évidemment,
le primeur, hein, qui vend ses fruits et légumes, c'est que là on confie son argent à quelqu'un, donc c'est toujours très ça pique, tu vois, c'est un peu difficile, c'est douloureux, en tout cas tu dois accorder une très grande confiance. Mais ce que je veux dire, mais tu confies des bouts, tu confies une partie. Tu confies pas, il y a pas cette notion qui est toujours, et d'ailleurs qui est quelque chose contre lequel il faut qu'on lutte, nous, société de gestion ou conseillers en gestion de patrimoine, c'est le client qui arrive et que tout le monde connaît et qui dit, ah, mais moi, j'y connais rien. Hein. Moi, c'est vous qui faites, hein. Moi, non, bien sûr. Moi, j'y connais rien dans tous les métiers, oui, de toute façon. Et comme l'architecte qui débarque et qui doit construire une maison et à qui le mec dit, oh, vous êtes gentil, moi, j'y connais. Et c'est vrai que le mix de béton, moi, j'y connais rien, quoi. Alors après, il y a de bons architectes, de mauvais architectes, il y a de bons constructeurs, de mauvais constructeurs, il y a de bons maraîchers, de mauvais maraîchers, et je crois qu'il y a la même dose d'humanité dans la finance qu'ailleurs. Ouais. Il y a des bons pros, il y a des mauvais pros, il y a des types qui ont probablement une cupidité qui est trop importante, d'autres qui sont trop prudents, d'autres, et on a la même moyenne d'humanité qu'ailleurs. Ouais. Non, ce qui est délicat après quand tu te mets dans la peau de la personne qui confie l'argent, c'est de savoir, par exemple, j'ai appris, tu vois, en parlant de fonds, cette année, je crois que c'est lors de ces épisodes, mais que il y avait, je t'en ai parlé, je crois, des fonds qui étaient des fonds identiques avec des marges ou des commissions, pardon, qui étaient pas les mêmes. Donc ils ont des numéros de fonds différents. Un code ISIN, c'est ça, et c'est le même derrière, et en fait il y a en gros, si j'achète A ou B, il y a une commission plus importante pour l'intermédiaire, c'est ça? Alors oui, c'est un peu résumé, mais tu peux te retrouver avec des choses comme ça. En fait, les différents codes ISIN dont tu parles, et qui sont finalement un peu l'inverse de l'effet que tu as ressenti, puisque l'idée c'est d'être transparent, c'est que les fonds d'investissement ont effectivement des parts qui peuvent être différentes. Alors, pourquoi est-ce que les parts sont différentes? C'est ça la grande question, et qu'est-ce qui le justifierait? Déjà parce que tu peux avoir des parts qu'on dirait de distribution, qui distribueraient un dividende, par exemple, ou un revenu annuel, alors que d'autres capitaliseraient. Déjà, c'est pas les mêmes parts. Tu vois, c'est peut-être même d'ailleurs les mêmes frais, parce qu'il n'y a pas le même traitement administratif entre un fonds qui doit distribuer régulièrement un dividende, etc., et qui doit donc gérer la distribution de ce dividende par rapport à un fonds qui n'a pas à le faire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu as des parts qui s'adressent à des clients qui sont des clients différents en termes et de taille et d'exigence et d'emprise, etc. Je te donne un exemple tout bête. Ensuite, ta réponse sera peut-être pas exactement la même que la mienne, mais est-ce que par exemple, si OTA demain arrivait à avoir un mandat d'un très gros institutionnel, est-ce que ce très gros institutionnel qui mettrait, je sais pas moi, plusieurs dizaines de millions par exemple, dans un fonds comme OTA, doit payer ou exigera de payer la même chose qu'un particulier qui met 100 €? Il y a peu de chance. Très sincèrement, il y a peu de chance, mais on est là dans une sorte de négociation ou de milieu ou d'écosystème commercial assez classique. Est-ce que tu es sûr que tu as payé la même honoraire que ton voisin sur le même architecte pour une maison équivalente? Il a peut-être mieux discuté que toi, il a peut-être mieux négocié que toi. Finalement, il n'y a pas de... mais ce que je me dis, c'est plus à la fois là, plus dans le système d'intermédiation ou de choses comme ça. Après, c'est encore une autre question. Demain, tu viens me voir parce que tu me connais et tu rentres dans mon fonds parce que, donc tu vas rentrer sur une part qui typiquement sera la part peut-être la moins chargée. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu à faire de com, j'ai pas eu à venir te chercher, j'ai pas eu de démarchage, j'ai pas d'intermédiaire à qui j'ai demandé d'aller me trouver des clients. Ces intermédiaires-là, il faut bien que je les rémunère. Donc c'est tout ça qui fait les différences de parts et qui fait les différences de tarifs sur une part ou sur une autre. Ce qui est, alors après, est-ce que c'est justifié, c'est pas justifié? Moi, ça me paraît, en tout cas, il me paraît justifiable qu'il y ait différents tarifs. Par exemple, est-ce que tu accepterais d'avoir une commission fixe ou importante, ou au contraire une commission fixe un peu plus faible, mais des frais de performance, ou une commission de performance qui viendrait s'ajouter et qui te laisserait un choix sur cet aspect-là de ton investissement. Tout ça, ça doit être laissé à la libre
comment dirais-je, au libre choix et des clients et des intermédiaires. Et c'est vrai que quand j'ai recours à un intermédiaire, il faut que je le rémunère. Donc, si c'est quelqu'un qui est venu te chercher et qui t'a vendu mon fonds, que tu as trouvé formidable et que tu souscris, quelque part, si l'intermédiaire n'avait pas été là, j'aurais pas eu ta souscription. Donc, je le rémunère. Ok. Si je reviens du coup après sur tu vois, le panel de mes premiers épisodes de La Martingale et que je fais un peu ce tour-là, tu vois, je vais faire des trucs alors évidemment tradis, tu vois, de l'IMO, de l'action, un certain nombre de choses. Puis après, je sais pas, on va parler de Romanée Conti, on va parler de, tu vois, j'ai pas fait d'épisode ni sur les montres, les voitures, mais ça pourrait, venir, voilà. Ça, c'est des choses qui, et on parlait de Bitcoin, par exemple. C'est des choses qui pourraient rentrer, tu disais le Bitcoin, oui, peut-être un jour, mais du pinard, des choses comme ça, dans des fonds, ou c'est quand même techniquement très compliqué? Pour moi, c'est compliqué techniquement, et c'est dangereux et commercialement et financièrement. Mais dans l'absolu, tout ce qui a une valeur, tout ce qui peut être valorisé, peut faire l'objet d'un placement finalement. Je pense pas que les gens il y a quelques années ou quelques dizaines d'années avaient pu imaginer faire autant d'argent, comme tu dis, avec une bouteille de vin ou avec une voiture de collection. Donc si tu veux, oui, tout ce qui est c'est ce qu'on a appelé, c'est peut-être d'ailleurs quelque chose de contestable, qui est la financiarisation de la société, qui est que finalement aujourd'hui tout est monétisable ou financiarisable, entre guillemets. Est-ce que c'est une bonne chose? Je suis pas sûr. Tu voyais une sorte de débat sur un groupe Facebook où une jeune femme revendait des cartons. Alors, je sais plus de quelle marque de luxe, Hermès ou un truc comme ça. Elle revendait les cartons 20 euros pièce. Voilà, 20 euros pièce. Moi, j'ai vu ça sur les baskets il y a pas très longtemps, sur les sneakers, les sneakerheads. Appelle, qui sont en fait donc des passionnés de basket, et il y a un marché extrêmement lucratif visiblement, de modèles un peu rares, etc., qui, je veux dire, tu dois être un peu plus jeune que moi, mais enfin, on est en gros la même génération. Je sais pas si tu te souviens, quand on avait 10 ans, même 16, quand on essayait de rentrer dans une boîte de nuit à 17 ans avec des baskets, on était considérés comme si on t'avait dit à l'époque qu'il y avait des mecs qui allaient faire des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros avec des baskets, tu te serais dit non, ils sont fous ces gens-là. Et pourtant, c'est le cas. Donc si tu veux, c'est et je crois que c'est quelque chose, c'est ce que tu viens de dire. La limite de la finance, c'est l'imagination humaine. C'est mais le sous-jacent que j'avais sur cette question, c'est en fait qu'il y a, j'imagine, dans les personnes avec qui, et on va y venir après, par qui tu te fais accompagner, et comment c'est quoi un peu l'univers des choix et comment tu choisis ça. Mais j'imagine que eux, leur responsabilité, c'est de t'aider à aller choisir des fonds, peut-être des actions, peut-être de ventiler un certain nombre de choses, de t'aider à faire ta strat. Mais après, en fait, le reste, le côté plus, si je décide que ce soit des sneakers, du Romanée Conti ou même des bitcoins, finalement, c'est un peu mon trip perso et c'est à moi de le gérer tout seul. Oui et non. Je pense que si toi tu es passionné par le Bitcoin, par les sneakers, par les voitures, les montres, etc., et que tu te mets à faire du commerce là-dedans, tu vas toi devenir un spécialiste. Tu n'auras besoin de personne. Dans ce domaine-là, tu n'auras besoin de personne. Et donc tu feras effectivement tes propres choix. Tu répartiras toi-même ton risque, etc. Et puis tu auras besoin de quelqu'un, soit parce que tu as envie d'investir dans des domaines que tu connais pas, soit surtout, je pense, pour avoir quelqu'un qui en fait fait pour toi deux choses. La première chose qui est que encore une fois, toi, tu as un patrimoine global. Alors, il y a peut-être un ou deux sujets qui t'intéressent là-dedans et qui te passionnent, le vin, les voitures, les choses comme ça. Il n'y a pas que ça. Tu vas pas investir tout ton patrimoine là-dedans. Donc, tu vas avoir besoin d'une quelqu'un. Voilà, tu vas avoir besoin d'une stratégie. Et puis,
l'investissement dans les voitures ou ailleurs, c'est un objectif intéressant, mais ça peut pas être le seul. Ton patrimoine, il a des contraintes fiscales, il a des contraintes juridiques, il a des contraintes de transmission. Tu as des enfants à qui tu vas en laisser un bout, etc., etc. Et je crois que un conseiller patrimonial, et c'est le rôle des CGP. CGP, c'est conseiller les conseillers en gestion de patrimoine, c'est précisément d'avoir un regard un peu global sur le patrimoine de leurs clients et d'aider leurs clients à gérer le patrimoine dans son ensemble et pas sur un ou deux aspects. Ou encore une fois, si tu es passionné par les montres, tu as besoin de personne. Et tu seras le mieux placé pour faire tes opérations ou tes investissements dans le milieu des montres. Si tu veux aller sur des domaines que tu connais pas, tu auras besoin de quelqu'un. Alors, du coup, on parle du conseiller en gestion de patrimoine, donc c'est une des, finalement, c'est un concurrent de mon banquier, en fait, un peu. Hein. Ah oui, je crois que c'est complètement un concurrent de ton banquier. C'est même, me semble-t-il, l'alternative aujourd'hui à ce qu'est devenu ou à ce que sont devenues les banques de réseau. Banques de réseau, c'est des banques qui font plus de gestion de patrimoine. Et donc elles sont en train, pour des questions réglementaires, de moyens, d'organisation, de taille, etc., elles ne sont plus du tout adaptées à la gestion de patrimoine. La gestion de patrimoine est quelque chose qui appelle à des notions de proximité, de confiance, de disponibilité, dans une certaine mesure de neutralité, ou en tout cas d'absence de conflit d'intérêts, etc. Et je crois pas que les banques aujourd'hui soient les mieux placées pour ce genre de fonction, et je crois pas aujourd'hui que ce soit dans leur dans leur développement stratégique les zones sur lesquelles elles ont le plus à gagner, étant donné leur taille, leurs moyens, leur bilan, etc., etc. Et c'est vrai que le conseiller en gestion de patrimoine finalement redonne, je crois, aux clients la notion de proximité. C'est ça qui est important. Et donc là, c'en est un des éléments, le conseiller en gestion de patrimoine. Après, il y a d'autres, ce que tu appelles des banques privées, c'est ça Mais les banques privées, ça ressemble beaucoup à des sociétés de gestion. C'est des petits établissements dont le but est de faire de la gestion de patrimoine. Alors, elles n'ont pas exactement la même forme, soit qu'une société de gestion, soit qu'un conseiller en gestion de patrimoine. Mais le but et la philosophie est, je crois, la même. D'accord. C'est d'offrir un service individualisé à des clients pour leur permettre précisément de faire, ou en tout cas les assister dans les choix les plus judicieux en matière de gestion de patrimoine. D'accord. Et souvent, c'est des accès en fait qui sont plus difficiles par rapport à un conseiller en gestion de patrimoine. C'est ça. C'est que une banque privée, tu débarques pas avec tes 8 000 € d'étudiants mis de côté depuis, enfin pas d'étudiants d'ailleurs, mais plutôt de tes 2 premières années de boulot ou quelque chose comme ça. Ça varie beaucoup en fonction des époques, des périodes, des choses comme ça. Moi, je me souviens que les banques privées prestigieuses avaient des seuils minimum de fortune, puis ça a baissé parce que quand c'est la crise, ils n'ont plus personne qui vient chez eux. Puis là, en ce moment, comme on a vécu quand même 10 ans de beaucoup de liquidités, de marchés qui ont plutôt bien tenu, etc. Ils ont remonté les seuils parce que maintenant, on dit qu'en dessous de 25 millions de dollars ou de 25 millions d'euros, on n'intéresse pas les banques privées, etc. Je crois que ça c'est très variable et c'est assez anecdotique. Je crois effectivement que c'est pas tellement je crois qu'un particulier, il trouve en face de lui, du CGP jusqu'à la banque privée très prestigieuse, une gamme de services financiers, ou en tout cas d'intermédiaires financiers, qui correspondent en gros à son besoin, à son état de fortune, à son... Voilà, je crois que quelqu'un qui met régulièrement une petite somme pour constituer une épargne, etc., a pas les mêmes besoins que celui qui part avec un très gros patrimoine, et un très gros patrimoine de départ, avec un très gros portefeuille. Je crois que c'est ça, et c'est vrai que si vous allez dans une très grande banque américaine et son service de gestion privée, si vous n'avez pas un niveau minimum de fortune, et puis parce que pour ces banques-là, c'est pas leur cœur de métier et ça les intéresse pas en dessous. Et alors, pour le commun des mortels, quand tu débarques
comme ça et que tu te dis bon, je veux faire quelque chose de mon argent, tu vois, tu te dis donc comment tu trouves en fait? C'est quoi? C'est du réseau? C'est des gens qui t'en parlent, qui disent je connais quelqu'un? Je crois qu'il y a beaucoup de réseaux. Il y a beaucoup de réseaux parce que ça reste un métier qui est essentiellement basé sur la confiance. Et que je crois que quand tu as la confiance de certains de tes clients, ils ont tendance à faire ta propre publicité et c'est presque le vecteur de communication le plus important et le plus efficace. Donc, bien sûr, la recommandation. Dans une certaine mesure, certains ou une certaine forme de communication, mais ça m'intéresserait d'ailleurs de savoir l'impact de la communication comme ça un peu désincarnée sur des métiers comme les nôtres qui sont où les gens ont tellement d'intuitus personnés dans la relation qu'ils ont avec leurs conseillers en gestion de patrimoine. Et puis ensuite, je crois que c'est du démarchage. La plupart des conseillers en gestion de patrimoine sont partis avec des fichiers clients qui étaient quasiment inexistants et donc ils ont pris leur pioche et puis ils ont été démarchés, ils ont été voilà quoi. Et du coup, si je me mets moi à en chercher un, finalement, je crois que tu vas faire exactement la même chose que pour n'importe quel sujet que tu aborderais. La première chose que tu feras, c'est d'appeler les quelques mecs avec tes environs et que tu vas leur dire voilà mon problème, voilà ma problématique. Est-ce que tu peux m'indiquer faut en voir plusieurs? Il suffit de rencontrer celui avec qui ça match. Je crois c'est beaucoup une question de confiance et de feeling dans la relation que tu as avec ton conseiller de patrimoine. Je crois et je sais pas si je crois que ça a été dit au cours des différentes podcasts que tu as fait autour de la martingale, mais on oublie l'intuitu personnel qu'il y a entre l'individu et son argent. C'est un rapport mais éminemment intime. C'est pas du tout un rapport mercantile où c'est la sécurité, c'est l'avenir, c'est ce qu'il y aura sur la table demain. C'est énormément de choses qui sont très très intimes. Et donc je pense que on est à l'aise avec quelqu'un à qui on fait confiance. Alors, le conseiller en gestion de patrimoine ou le banquier ou la société de gestion qu'on considère comme un type bof et en qui on n'a pas confiance et qu'on n'aime pas du tout, on fait rien avec lui, quoi. Mais pour mal connaître cet univers, comment j'accorde cette confiance et c'est quoi la bonne manière de... Alors, pour chaque personne, j'imagine différent, mais il doit faire un état des lieux et on doit. Enfin, est-ce que le premier rendez-vous est gratuit? Enfin, tu vois, un million de questions. Ça dépend mais ça, on y reviendra peut-être. Mais l'architecture de ce métier, l'architecture de la rémunération de ce métier est en train de changer. Mais donc, la rémunération du premier rendez-vous, il y a des conseillers en gestion de patrimoine ou des sociétés de gestion qui font payer ce premier rendez-vous et puis d'autres pas. Donc voilà. La philosophie, pour faire très très court et pour pas ennuyer les gens avec ça, c'est que pendant très longtemps en fait, on se payait sur les produits. Ouais. D'accord. Et donc le reste était gratos. C'est-à-dire que comme je vais me payer sur votre contrat d'assurance vie que vous allez souscrire chez moi ou le compte titre que vous allez ouvrir, tout le reste je vous le fais gratuit parce que finalement c'est inclus dans ce que je gagnerai après. Ça c'est quelque chose qui petit à petit a été considéré comme manquant de transparence, etc., etc. Et donc on essaye aujourd'hui, et c'est toute la réglementation, de préciser de plus en plus les frais, de savoir à quoi correspond quoi, et puis à essayer de comment dirais-je, à payer à la tâche et plus à payer pour une relation générale. C'est-à-dire qu'on incite les sociétés de gestion, les CGP, etc., à facturer des honoraires, à baisser les frais de gestion, mais à facturer des honoraires, etc., etc. On va se heurter à deux choses qui sont assez classiques, notamment en France, qui est est-ce que les gens sont prêts à payer pour le service ? Ça, c'est compliqué en France. Oui, mais parce que c'est ça. Enfin, après, en effet, il y a dans les conseils, parce que là, c'est du conseil. C'est pas comme un médecin ou un dentiste, quoi. Dans le conseil, souvent, chez des avocats ou chez pas mal de gens, le premier rendez-vous, il est gratuit. Enfin, oui, non, mais je pense que dans la plupart des sociétés de gestion et des CGP, le premier rendez-vous, il est gratuit. Et après, du coup, il y a une sorte de... Après ce premier rendez-vous, on se parle, bon, voilà. Mais il y a
je sais pas, il y a une analyse. Tu t'attends quoi? Oui, il y a une analyse, mais c'est surtout, enfin, je reprends la question dans le sens de où tu me l'as posée, c'est-à-dire qu'est-ce qui, moi, va me convaincre de prendre un tel ou un tel. Je crois que la première chose, c'est qu'il faut que vous trouviez un interlocuteur qui vous écoute et qui écoute votre problématique et pas quelqu'un qui essaye de te vendre des choses avant même d'avoir compris comment et tu fonctionnais et ce dont tu avais besoin. Donc ça c'est évidemment bon, ça c'est un peu tarte à la crème. La deuxième chose, c'est que, et c'est je crois ce qui est très difficile dans la finance, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches, comme tu me disais au tout début, à avoir le dernier produit à la mode? Parce que hier, tu étais dans un dîner et qu'on t'a parlé du mec qui a fait fortune en faisant un fonds de pinard ou celui qui est investi dans les startups jusqu'aux oreilles et qui est multimilliardaire, etc., ou pas d'ailleurs. Et donc, est-ce que c'est ça que tu cherches? Donc, est-ce que c'est un produit que tu cherches? Est-ce que ou est-ce que tu cherches un service? Est-ce que ce que tu cherches, c'est quelqu'un qui va gérer ton patrimoine et t'aider à atteindre un certain nombre d'objectifs que ta gestion de patrimoine ou que tu auras fixé à ta gestion de patrimoine? Et je crois que dans la finance, et c'est particulier peut-être à ce métier-là, il y a une immense confusion de niveaux et d'objectifs. Encore une fois, est-ce que tu veux faire un coup dans le Bitcoin? Bon, c'est une chose. Faire un coup dans le Bitcoin, c'est une chose. Gérer ton patrimoine pour qu'il soit optimisé en termes fiscal, en termes de revenus, en termes de diversification, en termes de transmission pour tes enfants, etc., c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Sachant que, en effet, je pense qu'il faut différencier. Et il me semble que c'est toi qui m'as dit ça un jour, mais un peu ces coûts. De cette gestion entre guillemets, parce que c'est tout à fait ce que tu dis. Ouais. Je parlais de Nassim Taleb et de ce qu'il écrit dans un de ses bouquins qui s'appelle Skin in the Game. Les coûts, en fait, si moi demain j'ai un conseiller qui me dit tiens, fais un coup et que je gagne, je me dirais le mec est un génie, merci, super, je lui enverrai une bouteille de champagne. Mais si je perds, je me dirais mais c'est un connard, je me suis fait. Enfin, oui, alors je suis pas sûr qu'il soit dans son rôle. Oui, voilà, et c'est là où je te dirais, faut là-dessus sur un coup du skin in the game, c'est-à-dire que s'il vient avec moi, qui fait le coup lui-même avec moi, qui gagne ou qui perd, là je me dirais sur du coup uniquement, pas sur de la gestion, c'est différent encore une fois, mais je me dirais bon, ok. Il y a cru, il a du skin, il a la peau, enfin il a mis sa peau en jeu. Ouais, mais je suis pas sûr que tu lui en veux moins si jamais il perd l'investissement que tu as fait. Mais mais je crois que tu as vraiment mis le doigt là-dessus. C'est-à-dire, si tu veux faire des coups financiers à la bourse ou pas, etc., faut les faire seul. Je veux dire, les coûts, ça se fait seul, ça se fait pas avec un intermédiaire. Donc quelque part, c'est pas le métier. Alors après, est-ce que tu te dis, voilà, dans tous ceux que tu as rencontrés, moi j'ai envie de faire un coup dans tel ou tel domaine, donc je vais appeler telle ou telle personne. Oui, mais c'est pas un conseiller en gestion de patrimoine ou une société de gestion qui te fera faire ça. Ouais, donc en fait, là où tu réponds bien à ma question, c'est que finalement, dans plein de ces choses-là, j'ai envie d'y aller, mais je me dis j'ai pas le temps. Alors soit un jour j'ai beaucoup d'argent, puis je me dis bon, je passe ma vie à gérer mon argent, et puis je vais en faire quelques-uns comme ça. Mais tu n'auras plus besoin de personne, parce que ça devient ton métier. Voilà. Donc je suis moi-même mon propre conseiller en gestion de patrimoine de moi-même. Et soit après, aujourd'hui, en revanche, j'ai probablement, sachant qu'en effet, ton banquier généralement fait pas ça, comme tu l'as dit, ton banquier de banque de détail, de quelqu'un qui peut m'aider sur ma strat pour me dire exactement. Voilà, là t'as ça. Un bon conseiller, il va t'écouter. Un bon conseiller, tu sais, et en effet, moi j'ai eu le souvenir d'un bon conseil qu'on m'a fait. À la fois, il m'écoutait, à la fois. Et ça, c'est pour le coup un très bon conseil que j'ai déjà évoqué, je crois, ici, mais qu'on m'a donné, c'est que moi je suis un peu je suis pas parieur dans le sens je joue pas au casino, j'aime pas trop ça, ces choses-là, j'aime pas les trucs sur lesquels j'ai pas, tu vois, zéro possibilité de me dire un peu là je pense que je vais gagner parce que j'ai des cartes en main bien. En revanche, j'aime bien pas les coups, ou en tout cas j'aime bien les tu vois, je suis entrepreneur et j'aime bien être à risque oui, et voilà, mais c'est tes risques à toi. Et ce que m'avait dit ce conseiller, c'était en effet que j'étais à risque sur plein de choses au niveau pro,
et qu'au niveau privé, sur mon patrimoine, je devais absolument éviter de l'être trop. Mais ça me paraît être un conseil assez judicieux, effectivement. Je pense effectivement que tu dois, quand tu vois un conseiller, c'est pas pour faire un coup, c'est pour faire une gestion un peu générale et globale de ton... Et puis on va peut-être revenir là-dessus, de ton patrimoine. Et moi, je pense que la seule chose qui soit intéressante quand on s'adresse à ces gens-là, c'est de parler du risque. Quel risque ? Quel risque, quel objectif, quel horizon. C'est ça qui compte. Ce que tu mets dedans après, ça c'est son métier, c'est et c'est sa compétence et c'est son expertise. Mais c'est en revanche, c'est là où ça a été compliqué. Je pense que la crise de 2007-2008 a aussi au moins purger un certain nombre de choses, mais moi j'ai eu ce souvenir parce que je rentrais dans la vie active quelques années auparavant, donc c'est là où tu commences à placer un peu un certain nombre de choses, d'avoir eu des personnes qui m'ont... Et là c'était d'autres banques de détail d'ailleurs, hein, j'étais pas à la BNP à cette époque-là, mais qui m'avaient dit là-dessus, ça c'est un truc, vous risquez rien, quoi. Et en fait, bah non, en fait tu perds 15%, 20%, et alors ça... c'est très énervant parce qu'en fait, quand tu vas chercher sur la ligne 12 de la page 42, tu vois qu'en fait, oui, bon, en fait, tu risquais quand même, quoi. Mais ah oui, non, ça effectivement, ça enfin, je veux pas fustiger tes conseillers, mais enfin ça, c'est quasiment de la malhonnêteté de te dire qu'il n'y a pas de risque alors qu'il y en a. C'est exactement comme te dire qu'il n'y a pas de gluten dans des pâtes alors qu'il y en a. Enfin, tu vois, c'est aussi simple que ça. Et il n'y a rien qui n'a pas de risque. Je veux dire, même, enfin, garder un compte courant, bah, ta monnaie peut te dévaluer ou voilà, ça n'existe pas. Hein. Alors, garder un compte courant, tu prends plusieurs risques. Le premier, c'est effectivement des taux d'intérêt négatifs si éventuellement ta banque te prend une partie sur tes dépôts. C'est pas encore le cas, mais en tout cas pour les particuliers, mais ça pourrait arriver. Tu as un risque qui est un risque bancaire. Alors il est très éloigné, mais je reviendrai pour essayer de répondre un peu plus précisément à ta question. Mais quand tu as de l'argent liquide dans une banque, du cash dans une banque, ce qu'on appelle la fongibilité du cash, c'est-à-dire qu'il se mélange avec tout le cash qui est dans la banque. Et donc il n'y a pas d'individualisation de ton cash. Donc il y a une garantie d'État qui vaut ce qu'elle vaut, parce que le fonds qui a été mis en place ne pourrait pas indemniser la totalité des porteurs, mais on t'explique que les fonds français cash sont garantis à hauteur de 70 000 euros dans les banques. Et ça, c'est une garantie de l'État. Donc si j'ai 7 millions, si tu as 7 millions et que tu es en cash, il te restera si la banque saute, il te restera 70 000 euros. Voilà. Et tu auras perdu tout le reste. Donc, le cash, c'est pas risqué. Oui et non. Il y a quand même un risque. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je crois que ce qui est important quand on discute avec un CGP ou avec une société de gestion, c'est, outre ses objectifs, de lui donner l'acceptation ou le risque acceptable selon les différentes parties de son patrimoine. Et je crois que c'est ça la clé la clé de la gestion de patrimoine d'une façon générale, c'est de pas raisonner en produits, parce qu'il y a toujours effectivement des choses qui sont ultra séduisantes. On ne rencontre que des gens, il y a beaucoup de matière grise dans la finance d'une façon générale, et on rencontre des gens qui sont infiniment séduisants, avec des idées absolument géniales, en général des parcours et des track records qui font rêver, où on se dit si moi aussi je pouvais faire 50% par an ou 60% par an, etc. Et donc, le raisonnement par le produit a un risque énorme qui est je deviens amoureux d'un truc ou d'une idée ou de quelque chose comme ça, je prends trop de risques, j'en mets trop, c'était pas adapté à ma situation, ou en tout cas j'ai été trop loin dans l'investissement, etc. Donc, le première chose, et je pense que ça pose aussi, ou ça répond un petit peu à ta question du qu'est-ce que je dois attendre de mon conseiller. C'est ce que je dois attendre de mon conseiller, c'est qu'il m'interroge et qu'il essaye de déterminer avec moi quel est le degré de risque que j'accepte pour mon épargne. Et ce degré de risque, il est tout bête, c'est deux composantes pour faire très simple. C'est la probabilité de la survenance du risque, la faillite de la Société Générale et la disparition de tes 7 millions en cash, ils sont possibles. C'est pas la probabilité n'est pas nulle, mais elle est relativement faible, même si elle existe. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que le risque d'arriver tous les 2 jours, ou est-ce que ça peut arriver une fois tous les 10 ans ? Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est l'amplitude du risque. Qu'est-ce que tu risques ? Est-ce que tu risques 15% ou est-ce que tu risques 90% de ce que tu as placé ?
D'accord. Voilà. Et c'est ça qui doit déterminer quelque part, c'est la base de ta réflexion en termes de gestion de patrimoine. On raisonne en France, je sais pas, je connais pas les autres pays, mais on raisonne systématiquement en France en termes de performance, parce que c'est comme ça que c'est commercialisé, et puis c'est comme ça que c'est vendeur. Ah, vous vous rendez compte, il a fait le private equity, c'est un TRI de 15% par an. C'est quoi le risque en face de ça? Pour avoir 15% par an, ou donc le taux de retour sur investissement, l'espoir de pouvoir avoir 15% qui ne sont jamais garantis. Private equity, je le redis parce que j'ai appris ça. Donc tout ce qui est c'est non coté. Non coté, donc pas tout ce que tu n'achètes pas en bourse. Donc des actions dans une part, dans une PME ou un truc comme ça, par exemple, ou une start-up. Ouais, okay. Exactement. Très bien. Ok. Donc voilà. Et donc une fois que tu as la probabilité et l'amplitude, ben, en gros, tu as déjà un gros élément de ta gestion de patrimoine. Ensuite, tu vas affecter tes capitaux, ton patrimoine, tes avoirs en fonction de ça. Alors, avec des degrés de risque différents et en essayant de diversifier au mieux et de pas tout concentrer sur le même risque. Ok. Ouais. Ça fait sens. Tu vois, et je crois que c'est ça. Et puis ensuite, tu te retrouves un peu comme, j'ai envie de dire, c'est un peu idiot ce que je vais dire, mais la comparaison est pas forcément. C'est comme quand tu prends quand t'as un peu les moyens et que tu prends un appartement et un décorateur. Il a ton appartement, quelque part c'est l'enveloppe de ton portefeuille. Puis à l'intérieur, c'est lui qui va décider que ça c'est bien là, ça c'est joli, que c'est harmonieux comme ça, etc. Alors toi tu vas lui dire non ça j'aime pas parce que le orange à poil j'aime pas par exemple. Bon, d'accord. Donc il va un peu modifier ça, mais c'est lui qui va avoir la main pour composer finalement ton appartement, et parce que tu auras discuté avec lui, parce que tu lui auras expliqué un peu ce que tu veux, qui t'es, quel est ton objectif, etc. Bah, il fera quelque chose qui te ressemble et qui correspondra à ce que tu souhaites ou pas. Et parce que t'auras pas, parce que voilà. Et ça, je crois que c'est dans tous les métiers comme ça. Ok. Et écoute, c'est très clair. Et en effet, c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de la modification de la réglementation, mais je crois qu'aujourd'hui, tu reçois un peu, parce que c'était des problématiques, tu dois envoyer tous les ans à un conseiller de gestion de patrimoine la liste des frais de tout ce que tu as gagné, c'est ça? Ah oui, absolument. Alors c'est même la réglementation est de plus en plus contraignante alors comme toutes les réglementations, elle a sûrement des vertus, elle a quelques effets secondaires ou des effets pervers qui sont en général qu'on découvre et qui sont parfois qui se retournent parfois contre celui-là même qu'ils étaient censés protéger. Mais enfin ça je crois que c'est assez classique, mais c'est quand même l'idée de toute la réglementation est précisément d'essayer de donner une transparence quasi totale dans un métier qui a la réputation de ne pas l'être. Mais c'est bien. Je veux dire, parce que je crois que c'est, je crois que c'est très bien. Quand tu découvres certaines, tu vois, tu vois notamment sur certains produits des espèces de commissions en cascade avec des intermédiaires que tu connais mais là-dedans. Encore une fois, ce sont pas des choses cachées. C'est dans n'importe quel fonds d'investissement. Si tu prends le prospectus et que tu prends les documents officiels du fonds, tu sais combien il coûte, par an, etc. Mais c'est tu aussi n'es pas obligé de le prendre. Non, t'es pas obligé, mais c'est aussi là où je veux dire, pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, un bon conseiller en gestion de patrimoine, c'est quelqu'un qui t'aide à pas lire le prospectus et à te dire en toute transparence, tu vois, voilà qui va gagner là-dessus, comment ça se passe, et qui est le plus transparent il est, mieux je serai, le plus heureux je serai en fait, et le plus en confiance. Tu parlais de confiance. Alors c'est ce vers quoi la législation tend, c'est-à-dire à être le plus transparent possible en termes de frais, en termes de qui touche quoi, comment sont répartis les frais, etc., etc. Ça, je crois que c'est une très bonne chose. C'est toujours une très bonne chose. Maintenant, il faut encore une fois tout le risque de ces réglementations et toute la limite de ces réglementations, c'est qu'elles se retournent contre la personne qu'elle est censée protéger. Elle crée une lourdeur d'utilisation et de pratique qui a tendance à décourager encore un peu plus les particuliers. Mais sachant que je sais pas si c'est un comportement français ou juste humain, mais c'est vrai que moi je suis très je suis le premier à vouloir
Tu vois, dire en fait j'aimerais bien avoir un conseiller sur lequel je lui dis je lui donne un fixe par an et puis c'est ce qu'il gagne comme un avocat en fait. Mais tu ça, vois, ça existe. Et puis derrière il gagne rien d'autre et tout est très clair et transparent. Mais ça existe. Et à la fois et à la fois ça t'emmerdera par an, ça me saoule en fait. Voilà, tu vois. exactement. T'as pas envie alors que finalement et d'ailleurs c'est tout le paradoxe, tu mets le doigt dessus. Finalement tu fais t'as un fonds et puis tu t'aperçois que t'as fait 15% cette année. Puis le mec en a pris 2 parce que c'est 2 les frais. Donc en fait t'aurais fait 17 si t'avais pas pris. Mais tu reçois pas de facture, machin. Ouais. Alors il y a des gens qui considèrent que c'est. Moi j'ai une histoire amusante, mais qui parce que elle m'a été racontée par mon père il y a très longtemps. Mais il avait un copain qui était syndic de copropriété il y a très très longtemps et qui avait proposé à ses clients de ne plus toucher sur les marchés, mais d'augmenter ses honoraires. Il a eu 90% de réponses négatives. Parce que les gens préfèrent quelque part, ils veulent pas recevoir une facture avec des honoraires. Alors après. La législation a décidé que ça, c'était pas sain et qu'il fallait absolument que tout soit absolument détaillé, etc., etc. La grande question qui va se poser, c'est à quel moment est-ce que ça se fait au détriment du consommateur final ? À quel moment est-ce que, parce qu'il veut plus payer, parce qu'il va falloir tout détailler, parce qu'il va machin, finalement, le petit portefeuille qui payait pas, qui arrivait, qui avait le conseil gratos parce qu'il y avait tout le reste des clients dans la société, que finalement c'était un tout qui fonctionnait comme ça et que la société se payait sur, lui, il aura plus de conseils. Et quand on regarde l'effet pervers absolu de cette réglementation, qu'on va peut-être éviter parce que nos amis anglais sont sortis des autorités européennes, notamment de l'ESMA qui gère toutes ces questions-là au niveau européen, il suffit de regarder le marché anglais. Il y avait des AFA, ce qu'on appelait les conseillers fiscaux indépendants, enfin les conseillers financiers indépendants. D'accord ? Et puis, donc, ils se payaient par rémunération, etc. Et puis, ils ont littéralement supprimé tout ce qui est rétrocession, machin, etc. Tout doit être fait de manière totalement transparente, avec des honoraires, etc. Le résultat aujourd'hui du marché anglais, c'est que quasiment, ils ont supprimé les AFA, que maintenant, il n'y a plus que des grandes plateformes de distribution en face desquels les particuliers ils n'ont ni conseil ni rien, etc., etc. Tout ça est contrôlé par des institutions de plus en plus grosses et la seule chose qu'on puisse constater, je ne sais pas si les Anglais sont beaucoup plus satisfaits de la gestion de leur patrimoine, mais la seule chose qu'on puisse constater, c'est qu'il y a de moins en moins de conseils. Or précisément on nous a expliqué quand on a mis en place cette réforme que c'était précisément pour que ce soit définitivement un métier de conseil et plus un métier de produit, etc. Et il ne faut pas oublier que ça se passe en Angleterre et que les Anglais payent le service, traditionnellement. Ce n'est pas le cas des Français. Bon, on est parti un peu... non, pas complètement dans tous les sens, mais parce qu'on a, moi j'ai quand même les réponses à mes questions, mais on va aller arriver au bout de cet épisode. J'ai quand même, moi, alors, un dernier truc, je profite de t'avoir en face, tant pis en public, hein, mais tu vois, je me dis, là, en ce moment, j'ai l'impression que tout est... les Anglais, Américains disent bull ou bear, hein, c'est ça, bull market. Ouais. Là, c'est plutôt bull, donc j'ai l'impression d'être quand même vraiment dans un marché où tout est au zénith. Moi, j'ai jamais connu ça. Tu vois, je suis arrivé sur le marché du travail en 2002. Il y avait eu la bulle Internet. Moi, j'étais déjà plus ou moins autour du digital et tout ça, donc c'était un peu la crise. Après, il y a eu 2007. Puis en France, on en oui, mais entre ces crises, ça a été des marchés absolument fantastiques. Oui, mais tu vois, je suis un peu, j'ai un peu l'impression de me dire, tu vois, là, j'arrive au bout d'une saison de la martingale. J'ai envie d'y aller, tu vois, un peu dans tous les sens, et je me dis... Et tirer où ? Moi, je te pose une question, tiens, tirer où ? À la fin de la martingale, si tu devais mettre un billet quelque part, tirer où ? Je pense que, sérieusement, il faudrait... alors, je pense que j'irai quand même voir un conseiller en gestion de patrimoine à un moment, parce que c'est sûr que... Voilà, mais je voudrais avoir ce que j'appellerais une sorte de guilt-free money, tu vois, sans guilt, sans... un truc avec lequel je peux m'amuser, tu vois. Et en fait, pour m'amuser, j'irais probablement... Elle est bonne, mais ta tu question. Tu peux toujours t'amuser, tu peux toujours mettre un petit bout de ton patrimoine. Oui, c'est ça. C'est quand je dis guilt-free, voilà. c'est sans culpabilité, voilà. quoi. Tu voilà, vois, un truc. Je peux le perdre. Je peux le perdre, voilà. Et je pense que j'aimerais bien, tu vois, je sais pas si c'est 10, 15% ou un truc comme ça, mais te dire, OK, là-dessus.
Alors moi j'ai une grosse affection pour l'univers des startups parce que c'est mon origine, voilà, mais je suis déjà pas mal dedans. Donc du coup, je continuerai. Ça typiquement, c'est ton risque à toi. Ouais, et je continuerai. Ton risque perso qui peut-être ne doit pas être multiplié dans ta gestion de patrimoine. Exactement. Et du coup, dans ma gestion de patrimoine, j'irai. Tirer partout et nulle part. Et finalement, t'as besoin de quelqu'un qui va dire OK. J'irai probablement sur du Bitcoin quand même en tous les mois, mettre 200 euros. 200 euros sur le Bitcoin. Donc 200 euros sur le Bitcoin, ça veut dire que tu mets quelque chose tu mets sur un actif qui est extrêmement volatile, dont on ne sait pas aujourd'hui ce que ça donnera demain, sur lequel il y a des perspectives de gains qui sont monstrueuses, mais des perspectives de pertes qui sont à peu près équivalentes. Ouais. Donc ça veut dire que tu as placé 10% de ton patrimoine sur un support ultra risqué, ultra volatile. Super. Mais ensuite, tu peux pas placer les 85% restants sur des choses qui sont équivalentes. Donc, puisque tu as pris ce risque-là, il faut que tu gères le reste de manière à ce que... Mais tu vois, et en attendant, je suis quand même à pas y aller parce que... Et pourquoi ? Parce que je me dis que... que tout va s'effondrer et que tu vois le CAC aussi haut et tout ça en fait, et je me dis j'ai un peu l'impression, j'ai cette hantise d'être le dindon, tu sais, qui rentre sur le marché au moment où ça Absolument, c'est la hantise de tous les gens qui veulent ou pas d'ailleurs rentrer sur le marché. Je crois que en fait tu mets le doigt sur ce qui est le plus difficile dans ce métier, en tout cas dans celui qu'on fait de gérant financier, qu'on essaye d'éviter nous à tout prix, qui est ce qu'on appelle le timing de marché. C'est-à-dire, moi j'y vais là parce que demain ça va monter, mais si je pense que demain ça baisse, j'y vais pas. Puis même, je vends tout, quoi. Je pense même me tromper parce que je pense que c'est encore plus faible que ça. Mais je pense que statistiquement, tu as une personne sur 1 million qui est capable de gérer son pognon comme ça et de pas finir littéralement ruiné en 5 ans. Le problème de la bourse... C'est-à-dire rester, quoi qu'il arrive, continuer à investir, c'est ça. Alors, non, mais de gens qui se disent, moi, je vais aller investir en bourse, je vais mettre et sortir de la bourse en fonction de ce que je pense que fera la bourse demain. D'accord ? Donc, je pense que demain, elle va monter, ou au contraire, je pense que demain, elle va baisser. Est-ce que quelqu'un, je sais qu'il y en a qui se le sont posés, mais est-ce que tu imagines le nombre de paramètres, tu vois, qui vont influer sur le sens de la bourse demain. Est-ce que tu peux imaginer, sans devenir et sans prendre de substance illégale, qu'il y ait un mec qui maîtrise tous ces paramètres ? Aucun. Tu le sais. Donc tu tombes dans ce qui va être essentiellement de la chance. Forcément, puisqu'il y en a, comme il y a deux sens, grosso modo. Tu as forcément des mecs qui auront raison, puis forcément des mecs qui auront tort. Mais donc c'est flip a coin. Tu jettes ta pièce en l'air, puis tu verras bien, quoi. Alors après, le mec qui est rentré la veille du rallye, il va t'expliquer que c'est tout dans la tête, quoi. Et que c'était tout réfléchi. La vérité, c'est qu'à 90%, c'est de la chance. Voilà. Et je crois que c'est ça. Et une fois que tu as dit ça, en gros, tu as répondu à ta question. Tu veux être investi dans les actions, pas parce que tu veux faire un coup, parce que tu penses que c'est un des supports financiers qui sont intéressants pour atteindre tes objectifs. Dans 10, 15 ans, etc. Sur 10 ans, 15 ans, il n'y a pas de meilleur placement que la bourse. D'accord ? Tu regardes, tu t'amuses, tu prends le graphe du Standard & Poor's ou du CAC 40, puis tu le regardes, tu le fais sur depuis 1900, etc., etc. À quel que soit le moment auquel tu sois rentré, tu finis par gagner de l'argent. Du moment que tu y restes suffisamment longtemps. Donc, quand tu investis en bourse, tu le fais presque comme quand tu le ferais pour n'importe quel autre truc. Tu mets pas tout sur le rouge aujourd'hui, et puis ensuite on prie pour que ça soit dans le bon sens. Tu vas investir petit à petit parce que tu vas décider que dans ton patrimoine, tu vas affecter 20% de tes placements aux placements financiers. Et ces 20%-là, ils vont être répartis et ils vont être investis progressivement en fonction des opportunités. Quand ça monte trop, on arrête. Quand ça baisse trop, on en profite, etc., etc. Et au bout du compte, tu seras un gros gagnant parce que au bout du compte, sauf si ce qui a existé depuis des siècles n'existe plus demain, la bourse va continuer à monter. Ouais. Et tu veux que je te dise pourquoi ? Parce que la bourse est faite pour monter. Elle est structurellement faite pour monter. Quand tu fais des indices boursiers, que tu mets les meilleures sociétés d'une économie avec un conseil scientifique qui régulièrement te recompose l'indice, tu as une machine à gagner de l'argent.
Et c'est ça que tu vois depuis des années en bourse. Et c'est pour ça, encore une fois, que Chances are, comme disent les Anglais, la bourse va continuer à avoir le parcours qu'elle a toujours eu. Elle aura des corrections terribles, des gens qui seront épouvantés parce qu'ils s'y seront mis la veille, et puis des gens qui seront là sur le long terme, de manière plus progressive, et qui vont encaisser les plus, les moins, mais qui au bout du compte feront 5-7% par an sur leur portefeuille. Qu'est-ce qu'il y a de mieux en termes d'actifs? C'est ça, moi j'ai envie de rentrer après la prochaine correction terrible, tu vois. Mais tu le feras pas. Non, Parce que moi, je vais te dire quelque chose, je te prévois le truc. À la prochaine correction terrible, la dernière qui a eu lieu, c'était décembre 2018. Enfin, l'année 2018. En 2018, dès que tu commences à baisser un tout petit peu trop, arrivent les Cassandres. Alors là, c'est tous les mecs qui considèrent que de toute façon, le système est vérolé, qu'on est au bord de l'immense crack, machin, etc. Et en gros que un jour, tout va être pulvérisé et qu'on va finir comme Mad Max. C'est-à-dire qu'il restera en gros des buggy, il faudra se battre pour avoir de l'essence et on aura tout cramé. Tout. Le système est un système complexe aujourd'hui et qui comporte des risques très importants. C'est vrai. Ceci étant dit, parier sur la fin du monde, ça n'a jamais rapporté quoi que ce soit à la bourse. Voilà. Et je vais te donner un truc amusant peut-être pour finir, parce qu'on déborde largement. Il y a un mec qui s'appelle John Paulson. John Paulson, ça a été le type qui a prévu la crise des subprimes en 2008. Bon, alors le mec était Aurélie Dunguard, tu peux pas imaginer, etc. Il a gagné, je crois, en 2008, 60%. Son fonds a gagné 60%, là où tous les autres faisaient du moins 40%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'année d'après, il s'est retrouvé à gérer 32 milliards de dollars. Parce que c'était le génie des Carpates, donc tout le monde a foutu son pognon dedans. Je ne crois pas me tromper, mais je pense que tes auditeurs le corrigeront s'ils le vérifient et si je me trompe. Je crois que M. Paulson n'a jamais gagné d'argent depuis. Depuis, d'accord. Il n'a fait que des années négatives. Voilà. Oui. Et ça te donne exactement, au moment où M. Paulson, en 2007 ou 2008, montait son fonds en disant tout va s'effondrer, il n'y avait personne pour lui confier de l'argent. Ils ont tous confié leur argent à M. Paulson après la chute. Après la chute, c'était trop tard. Et on recommençait. Et on est dans un marché financier qui se lève tous les matins à 9h et qui ferme tous les soirs à 7h30 ou à 5h30. C'est très difficile d'avoir raison à chaque fois. Donc voilà. Écoute, c'était passionnant. J'ai 3 petites dernières questions. Allez, on va dire même une pour tout ça. On a pu faire un bon tour. En tout cas, je te remercie c'est un peu plus clair pour moi et sur toute cette strate et comment et avec qui. Moi, je pense que j'essaierai probablement d'en voir plusieurs pour justement comprendre la différence et si je devais les voir rentrer. Et puis tu te mettras avec celui qui finalement comprend le mieux ta personnalité et tes besoins. Je crois que c'est ça. Et ensuite je vais enfoncer une dernière porte. Ensuite, il faut qu'il soit honnête mais c'est la même dose d'humanité que partout. Ouais, tu as raison. Donc c'est aussi ça. Il y a toujours un risque. On peut toujours se tromper sur l'individu qu'on a en face de soi. C'est très Mais ceci étant dit, n'oublions pas quand même que on a un métier qui est très 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 réglementé, qui est quand même très surveillé. Donc ma dernière question que je pose à tous mes invités, Laurent, c'est quoi toi ta martingale? Alors moi ma martingale, mais ça va être un peu décevant, c'est de ne pas en avoir. Et c'est c'est toute la philosophie avec laquelle nous avons lancé, créé et que nous gérons OTA Capital. Voilà, nous on croit en 2-3 choses, et notamment le bon sens et la simplicité. Voilà. Il y a des choses qui sont accessibles aux particuliers, il y a des choses qui sont des bonnes idées, il y a des choses qui sont assez immuables, et il faut rester là-dessus. Il y a des choses qui sont des foutaises, et il faut aussi être capable de le dire à un moment donné. Et donc nous, chez OTA Capital, notre martingale, c'est d'essayer justement de ne pas céder à l'effet de mode, voilà, qui est probablement, avec l'effet dépressif, les choses les plus dangereuses de la finance. C'est-à-dire le truc qui te rend totalement euphorique parce qu'on ne te parle que de private equity et de start-up et de mecs qui ont fait fortune avec, alors que c'est peut-être la fin du cycle de ce point de vue.
Tu vois. Ou au contraire, le mec qui en décembre 2018 te dit que c'est la fin du monde et qu'il faut tout vendre, alors que le marché a déjà perdu 20%. Oui. Et il y en a beaucoup qui l'ont fait. Ouais. Et aujourd'hui, il a fait en 2019 27%. Donc il fallait surtout pas bouger. Ça c'est clair. Tu perdais tout. Et on avait eu cette discussion à l'époque, en plus. La martingale @ota-capital.com, si jamais on veut te contacter par le biais. Voilà, tout ça est sur le site de la martingale, sur lamartingale.io. Voilà, après on peut t'ajouter sur LinkedIn, Laurent Puget, P-U-G-E-T, comme l'huile. Et puis voilà, je te remercie d'être venu aujourd'hui. Je te remercie aussi de nous accompagner sur ce projet. Et puis de nous laisser autant les coups des franches aussi, parce que ça c'est hyper cool, on fait tout ce qu'on veut et c'est ce qui était prévu depuis le début, mais ça mérite d'être dit. Non, je crois que c'était, alors ça répond aussi aux questions que tu m'as posées. C'est vrai que c'est un domaine que nous on connaît mal et sur laquelle on a besoin de gens comme toi. Et c'est vrai que c'est pour nous une expérience qu'on n'aurait pas pu vivre si on s'était pas rencontrés, qu'on s'était pas fait confiance et qu'on n'avait pas eu envie de bosser ensemble. Un peu comme ce qui peut se passer avec un conseiller en gestion de patrimoine ou un banquier privé ou une chose comme ça. Ok, écoute, top. On est ravis tous les deux, alors c'est bien. Formidable, continuons comme ça. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode bonus. Je vous souhaite, c'est de rigueur, une bonne année 2020, un bon réveillon à toi, Laurent. Et puis je vous dis donc à très bientôt avec un super épisode sur le mouvement FIRE, je t'en ai pas encore parlé d'ailleurs, Financial Independence Retire Early, voilà, qui est un vrai bon trip qu'on a fait, qui va vous plaire, que ça doit te faire marrer aussi. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, très bientôt, dans 2 semaines sur la martingale. Salut. Au revoir Mathieu. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.